Il nous a rejoint ici sur ce plateau, M. Jojo Sekimono. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors, aujourd'hui, on va revenir avec vous sur deux thématiques. La question de la Constitution, de la révisitation de la Constitution, mais aussi la question de la RDC comme centre financier africain. On commence d'abord par la question de la Constitution aujourd'hui qui, d'aucuns estiment que cette Constitution devrait rester telle qu'elle. On a vu les politiques en parler, déclarer tout haut qu'on ne devrait pas toucher à la Constitution. Mais vous partagez un autre avis par rapport à cette Constitution. Oui, d'abord je m'excuse, je porte un chapeau, c'est parce que je ne me suis pas fait coiffer. C'est un avis politique. La Constitution de, je crois, 2006 a été créée pour résoudre des problèmes politiques du temps. Est-ce qu'on a un problème politique aujourd'hui? On n'en a pas. On a plutôt un problème économique. Et la Constitution ne résout pas, c'est même un frein au développement économique de la nation. Alors, je suis parmi les gens qui disent 2006, on a payé certains experts belges qui ont pris la Constitution française copier-coller sans y mettre nos réalités socio-économiques. Et moi, je dis, pourquoi pas des experts congolais, en tant que Congolais, qui est dans notre droit de proposer une nouvelle constitution. Mais la crainte aujourd'hui, c'est que si l'on demande de révisiter cette constitution, d'aucuns pensent également que les problèmes politiques reviendront à ce jour pour révisiter également ces articles qui reviennent sur les mandats du chef de l'État, qui revient sur la question de la gouvernance aujourd'hui, alors que ce sont des questions qui ont été évoquées, par exemple, en ce qui concerne le deuxième mandat successif, et puis c'est fini, les mandats de 5 ans. Et voilà un peu toutes ces questions politiques, évidemment, qui se posent également à vos questions économiques. Oui, mais pourquoi pas? S'il y a un système qui ne marche pas, il faut revisiter. On ne doit pas avoir peur d'affronter. Aujourd'hui, on dit qu'on a eu le mandat de chef de l'État, 5 ans, ce n'est pas un problème. Mais moi, je dis, il y a les gens qui ont peur, qui me demandent est-ce que je suis avec le président Fachi ou Kabila, tout ça. Je dis non. Par exemple, l'article 23 qu'on propose dit tout mandat électif, c'est seulement pas le président de la République, ne peut qu'être renouvelé une fois ou réexercé une fois dans la vie. Ça veut dire, ça élimine du coup le président Tshisekedi ou Kabila. C'est aussi une constitution progressive pour dire si quelqu'un a été voté maire de la ville, après 2 mandats, dans sa vie, il doit progresser. Ça veut dire qu'on doit saisir génération à génération, on force un progrès. Au Parlement, si on a été 2 fois, 10 ans. Revenons un tout petit peu. Quand vous parlez de ce mandat électif, donc on sous-attend également, par exemple, pour quelqu'un qui a été élu gouverneur, oui. Il exerce 2 mandats, il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. Parce que même on dit, il y a un autre, on dit que le vote indirect doit être prohibé, except pour les bureaux. Ça veut dire un gouverneur de province doit être élu. Mais s'il y a le bureau de l'Assemblée, c'est à ce moment-là qu'on peut faire le vote indirect. Mais tout autre mandat électif, il est prohibé d'un vote indirect. C'est pour dire aussi, imaginez-vous un gouverneur qui était là pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il va faire de nouveau? C'est fini. C'est presque toute une génération. Alors, il doit aller... il y a tellement de positions auxquelles on peut offrir nos services à l'État ou aller dans le privé. Et il y a un autre problème aussi qu'on dit revenu retenu à la base. Ça crée un autre problème. Nous, on dit non, il faut certains impôts. Par exemple, l'impôt sur le travail, sur le profit, doit rester au gouvernement central. Mais l'impôt sur la production reste au gouvernement provincial et leur impôt sur le service reste dans les administrations territoriales. Un exemple, c'est la Brelma. La Brelma fait la primousse. Elle va payer un impôt sur la production. Mais quand elle amène ça à Cheta, Cheta vous vend, Cheta, les gens qui ne connaissent pas, c'est une boîte. Quand la boîte vous vend, elle ne vous vend pas la bière, elle vous vend le service. C'est la taxe sur le service. C'est pour dire comment donner aux entités territoriales décentralisées les moyens d'être, par exemple, répondre à leurs besoins sur les questions de santé, les questions sociales. C'est beaucoup plus que ça. Même quand on dit que le gouvernement doit publier chaque 20 février le nouveau SMIC ajusté à l'inflation de l'année précédente. Et aussi les données
par industrie. C'est forcé qu'on commence à parler économie. Et derrière tout ça, il y a aussi la politique. Par exemple, je veux vous dire, la Cour constitutionnelle, toute cour, par exemple la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État, j'ai un problème, qui ne se prononce pas, il n'y a aucun problème. Rien ne les arrive. Nous, on dit, au cas où ils ne se prononcent pas, le requérant gagne le procès. Mais au cas où il y a deux personnes, on enlève le juge, ils doivent avoir un dossier sur leur dos. Mais aussi, on dit, le président de la République nomme le ministre, nomme tout le monde, mais ces gens qu'on a nommés, ils ne peuvent pas prendre fonction jusqu'à ce qu'ils soient confirmés individuellement par le Sénat. Et on introduit le système pour dire, écoutez... Le Parlement. On dit par le Sénat. On dit parce que le Sénat, ils doivent aussi être élus. Ils doivent revoir le dossier, même pour les membres de la Cour constitutionnelle. Le président peut le nommer, mais ils ne prennent pas fonction jusqu'à ce qu'un autre organe en balance le choix. Et tout ça pour dire comment créer... Bien sûr, on parle politique, mais l'orientation dans tout ça, c'est économique. Mais comment arriver à avoir ce regard un peu plus économique que politique? Parce que quand on parle plus de la Constitution, on sent qu'on met plus en exergue le côté politique, alors qu'il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que les lois sur les questions politiques. Je suis d'accord, mais c'est parce que c'est le miroir qu'on veut nous démontrer. C'est une habitude depuis l'indépendance. On dit que la Constitution, c'est là pour résoudre les problèmes politiques de la nation. Moi, je dis non, la politique vient après l'économie. Ça veut dire, quand il y a une certaine instabilité ou potentiel d'instabilité politique, moi, je dis ça mène ça force un progrès économique. Par exemple, je donne un exemple, on dit tout mandat électif ne paye pas une caution pour être candidat, mais doit réunir un certain nombre de pétitions qui équivaut à 1% des gens inscrits dans sa circonscription. Le président, c'est la nation, le gouverneur, c'est la province. Ça, c'est un côté. Ça veut dire que c'est plus inclusif. Ça veut dire que le riche et le pauvre peuvent être candidats. Mais on ajoute aussi, tout mandat peut être retiré au-dessus si quelqu'un réunit 10% de la circonscription. On peut, ça veut dire dans un pays, si on réunit 10% des signatures, des pétitions de tout le monde, le président est déchu. Qu'est-ce que ça va forcer? Le président va être au service de la nation. Mais ça peut aussi forcer cette manigance pour les politiques, par exemple. Quand on dit on doit réunir autant de voix, on a vu ici, par exemple, la question des personnes, par exemple, qui allaient vers les électeurs où on devait remettre sa carte d'électeur. Oui, tout peut... Tout peut, mais moi je dis que le Congolais n'est pas aussi naïf que ça. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est parce que, d'ailleurs, on va enlever, on dit même la candidature, elle est individuelle, pas de parti politique, pour dire, tout ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est pas que le Congolais est immature. C'est le système qui ne reflète pas le choix du Congolais. Par exemple, on peut bien voter quelqu'un, numéro 1, il a 100 000 voix, mais il est dans un regroupement qui n'a pas de seuil, il tombe. Et la personne qui a donné les cartes, il passe. Et c'est la mauvaise réflexion, le miroir du système congolais qui est faux. Moi, je dis, j'ai confiance aux citoyens congolais. Comment rendre ça vrai? Prenons par exemple le cas de la question électorale aujourd'hui. Comment rendre le choix du peuple vrai? Parce qu'on ne peut pas quand même se limiter. Vous avez évoqué la question par exemple de la caution. Ça, c'est de 1. Vous avez évoqué la question de seuil, par exemple. Ouais. Comment arriver, parce que ce problème, par exemple, si on ne prend que la loi électorale, on verra que la question du vote a tellement été mal comprise que finalement, les gens avaient une autre appréhension. Ils se disaient déjà être élus parce que j'ai autant de voix. Au finish, on leur dit que non, parce qu'il y a
la loi telle qu'il estime que... Moi, je dis ceci. Moi, il y a beaucoup qui m'ont contacté. Je n'ai pas pitié pour deux. Je dis en 2022, je suis allé à la Cour constitutionnelle pour se battre, pour qu'on déclare la loi électorale inconstitutionnelle. Tous ces gens-là qui pleurent aujourd'hui m'ont dit que j'étais fou, parce qu'ils se disaient qu'ils vont gagner. Et moi, je dis, aujourd'hui, le plus grand problème, on a fait du mathématique la démocratie. On doit la simplifier. Première simplification, c'est qui est l'arbitre. Aujourd'hui, on donne aux églises de choisir les membres. Je dis non. Il faut que les députés provinciaux... Il n'y a pas que les églises, il y a également des partis... Des partis qui ressortent de... Et moi, je dis non, on devait avoir des députés provinciaux. Ils votent 5 membres de la CENI provinciale, et ces membres de la CENI provinciale, ils votent les membres du bureau principal national dans une séance en plénière. Ça veut dire l'arbitre est choisi d'une façon plus démocratique. Ce sont les provinces qui choisissent le membre du bureau. Deuxièmement, quand on dit que le vote, la candidature est individuelle, et c'est au candidat de dire s'il est dans un parti ou non, ça élimine déjà le poids, la pression d'un certain groupe qui peuvent exercer dans tout le système. Deux, c'est le vote direct. On doit simplifier notre démocratie. Parce que quand vous voyez la loi électorale 2006, 2011 qui continue, on continue à la chambarder pour la compliquer. On a plus de 2 tours pour le présidentiel. Le président a eu 73%. Ça veut dire qu'on n'aurait pas eu deux tours. C'était simple que ça. Mais tellement qu'on a compliqué, on a eu peur dans tout un système. Le président de la République doit être élu à la majorité absolue. Parce qu'on ne peut pas avoir un président qui a 12%. Il peut avoir un président de la République qui a 12% parce que les autres ont 1. On doit la simplifier. On doit faire le demi-tour. Rendre notre démocratie une démocratie. Le demi-tour, c'est-à-dire? Ça veut dire on rentre au deuxième tour, majorité absolue. On doit plutôt éliminer le système de seuil, le système compliqué mathématiques. On doit éviter même, enlever, par exemple, la chérifferie dans le système territorial. On doit simplifier notre démocratie pour des raisons d'économie. Parce que... Mais en la simplifiant, quels sont les avantages qu'il y aurait sur le plan économique? Sur le plan économique, ça veut dire déjà, celui qui a 100 000 voix. Imagine, il a 100 000 voix, il tombe à cause du seuil. Celui qui a 200 voix passe. La majorité des gens, les 100 000, ont eu un contrat avec la personne de 100 000. Et ils ne vont pas se reconnaître en lui. Ils ne vont pas se reconnaître en lui. Et même la personne qui a 200 voix qui passe, il a un cahier de charge d'une minorité. Et même quand on fait le système de liste, les gens vont voter à cause d'un cahier de charge qu'on les a présenté. Que ce soit bonne ou mauvaise nature, mais c'est un cahier de charge. Et cette personne qui a 100 000, sans le poids d'être reconnue une fois, mais sans le poids de 100 000 personnes, comparé à une personne qui a 2 000 voix, l'autre qui tombe à 100 000, la personne de 2 000 voix, quelque part, ils se disent 100 000 personnes n'ont pas aimé. Il sait qu'on n'a pas aimé. Pourquoi travailler pour une majorité au moment où on peut refaire les élections et l'autre personne qui a 100 000 peut encore me battre, mais ne va pas se retrouver. Alors, on doit la simplifier pour rendre le contrat social, économique avec les gens qu'on envoie pour nous représenter au Sénat, au Parlement, au niveau provincial, au gouvernement, que ce soit clair. Mais comment alors détourner les calculs politiques? Parce qu'on le sait, oui, vous parlez scientifique, vous parlez science, vous parlez économie, mais comment faire ce détour de la question politique où justement on se dit, oui, avant avec Kabila, les gens ont voulu tenter de parler du 3e mandat. Aujourd'hui encore, on sent que la question veut encore revenir. Il y a des gens qui reviennent quand même pour tenter un tout petit peu de tâter le terrain où on pourra en révision de la Constitution en vue de modifier le mandat du président. Comment éviter cela? Parce que vous venez de dire tantôt que quelqu'un, par exemple, qui a gouverné pendant 10 ans n'a plus rien à donner. Si c'est le cas pour un gouverneur, pourquoi ne serait pas, par exemple, le cas pour un président de la République? Alors, comment toucher à cette Constitution, oui, revoir ce qui ne marche pas, sans pour autant toucher les autres? Moi, je dis, on va toucher toutes les lois. Mais, disons, la question du 3e mandat,
Moi, je n'ai pas peur de ça. Moi, je viens du Sénégal. Macky Sall a essayé. Et moi, j'ai confiance. Même dans le système de Kabila, on a vu, Chadari est tombé, Kabila n'a pas pu faire le 3e mandat. Le Congolais a une certaine tolérance. Le problème qu'on a au Congo, c'est présenter une alternative. Vous ne pouvez pas dire aux gens de se fâcher pour rien. Il faut leur présenter une alternative. Il faut dire, si on ne va pas à gauche, on doit aller à droite. On ne peut pas juste dire aux gens, on ne va pas à gauche, on va s'arrêter. On a vu avec ces élections, Moïse Katumbi et les autres ont appelé à la marche contre le président Fachi le jour où il est devenu président, je ne sais plus comment on dit en français. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont rien offert pendant les élections. Pourquoi les gens vont aller à la marche? Et c'est ça le grand problème. Moi, les politiciens peuvent danser, mais ils sont limités. C'est à la classe qui veut se dire intellectuelle de proposer des solutions pour la nation. Vous estimez que les intellectuels ne proposent pas suffisamment de choses? Non, parce que les intellectuels, ils se nomment intellectuels. Ils oublient que l'intellectuel, il trouve des solutions pour la société, pas pour l'intérêt personnel. Alors, il faut qu'il y ait... Et ceux qui peuvent aussi le faire, il y a un autre problème. C'est le monde aussi, j'accuse les médias. Les médias en RDC ne donnent pas le micro. Oui, c'est un business, mais aussi c'est un système qui a l'obligation d'être le 4e pouvoir. Et en étant le 4e pouvoir, ce n'est pas seulement avec les riches. Et c'est aussi ça un problème. Est-ce que tous les Congolais sont bêtes? Non. Est-ce qu'il y a des Congolais qui peuvent donner les idées? J'en rencontre chaque jour. Mais ils n'ont pas l'accès, n'ont pas l'accès au pouvoir, le système financier. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas faire le système de caution. On doit contaminer le système, le rendre plus mixte. Ça ne va pas arriver peut-être aujourd'hui, mais le Congo sera ce on voudra l'être par le premier pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, si on va justement entrer dans cette deuxième thématique, la question des finances. Aujourd'hui, vous parlez de la RDC comme un centre financier, alors que vous savez que les finances à RDC, l'économie pose un sérieux problème. Comment aujourd'hui regarder les autres nations ou encore les autres villes des nations africaines et se dire oui, on peut rêver de devenir par exemple comme le Kenya, on peut rêver de devenir par exemple comme Johannesburg? Il faut comprendre l'élite. Quand vous parlez de Kenya, de tous ces pays, ils ont un avantage à cause de la colonisation anglaise. Hein. Les Anglais ne voulaient même pas venir ici. Ils voulaient que le petit nègre traite l'autre nègre. Ils ont eu une certaine qualité. Ils ont eu des petits nègres qui sont allés dans des grandes écoles européennes pour diriger. On a eu ce retard-là. Ça veut dire qu'on a toujours un problème de la qualité de ce qu'on appelle notre élite. Hein. Deux, on doit se comprendre aussi, quand on va dans ces pays-là, on commence à poser des questions. Par exemple, je demande aux gens, c'est quoi Yango? Il est de quel pays? Les gens ne savent pas. Il est russe. Ça veut dire même la magie qui se passe ailleurs, elle n'est pas contrôlée par leurs citoyens. Ils ont des sociétés de cellulaires, de communication, mais elles ne sont pas africaines. Il y a une compagnie nigérienne qui a du mal à percer le monde. Alors moi, je dis non. La solution viendra au Congo avec l'innovation congolaise. On doit comprendre, faire comme les Chinois, copier jusqu'à ce qu'on réussisse. Et un des systèmes, c'est pour ça qu'on parle de Nzimbu. Nzimbu, c'est un système de paiement. Donc, par exemple, si vous avez RTL, vous allez dans un magasin, peut-être ils n'ont pas RTL, vous ne pouvez pas payer. Mais Nzimbu convertit tous les paiements dans un système pour payer. Et ça fait que ça n'existe... Il y a un système pareil qui existe au Sénégal, qui appartient aux Américains. Vous avez vu ça dans la publicité à Cannes, c'est Wave. Et quand vous regardez même les publicités à Cannes, c'est un championnat africain. Mais quand vous voyez les publicités, les compagnies sont étrangères. Comment on appelle? OneBet, tout ça. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas? Parce que l'esprit de l'entrepreneuriat n'est pas moderne. Et aussi, on mélange le commerce à l'entrepreneuriat. Il y a peu de gens qui peuvent être entrepreneurs. Amazon, les gens qui vont dans Amazon, ce sont les commerçants. Alors aujourd'hui, on veut faire de tout le monde des entrepreneurs. Au lieu de dire non, on doit faire des commerçants, parce que dès qu'il y a les commerçants, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent utiliser Nzimbu. Aujourd'hui, Nzimbu, parce que la plupart des commerces ici sont des étrangers, ils peuvent refuser le paiement de Nzimbu. Mais nous, on dit Nzimbu, même le nom,
Le nom Nzimbu parce que c'était la monnaie du royaume Congo au XVIe siècle. C'est donner de l'histoire, donner l'émotion congolaise pour dire oui, on peut créer la monnaie unique virtuelle africaine. On peut. Et c'est ça la mission de Nzimbu. Nzimbu qui signifie en Kikongo, qui signifie l'argent tout simplement. Mais ce système, il faudrait, je dirais, la vraie difficulté, c'est faire face à ces concurrents justement qui sont bien ancrés, qui sont bien déployés à travers l'Afrique. Comment créer quelque chose purement africain pour rivaliser avec ce système-là? Parce qu'il faudrait le dire, dans ce système, il n'y a pas que l'intelligence, il n'y a pas que le vouloir faire, mais il y a aussi la concurrence. Comment faire face à cela? On doit se donner une discrimination positive. On doit faire comme le monde, comme les Chinois, comme les Américains. Vous pouvez aller aux États-Unis, vous voulez faire un système, mais ils vont donner l'avantage à leur compagnie. C'est comme ça que TikTok, on a voulu la bloquer aux États-Unis, parce que les Chinois, on doit faire tricher comme tout le monde. On doit donner l'avantage à nos compagnies. Okapi existe. Imaginez si CENI, au lieu d'acheter le matériel comme les ordinateurs en Corée du Sud, ils auront acheté à Okapi. Okapi qui a du mal à monter, il aurait créé un système et le marketing et tout ça. C'est l'esprit en soi qui n'existe pas en nous de tricher comme les autres. Vous avez une autre compagnie en Corée du Sud qui peut être en train d'exploser avec l'argent de CENI. Les applications de vote, il n'est pas aussi compliqué que ça. Pourquoi on n'a pas lancé un marché pour que les Congolais, les jeunes ou vieux entrepreneurs, partout au Congo par Kinshasa, de développer un système de vote pour la CENI? On ne l'a pas fait. C'est parce que nous-mêmes, on regarde à l'étranger, on veut le petit chevalier blanc pour nous sauver. Mais moi, je dis, Nzimbu, c'est parce que ça existe déjà, ça fonctionne, pour dire on doit faire la discrimination positive pour les Congolais. Monsieur Jojo Silekimonio, je vous dis grand merci. C'est réellement intéressant de parler avec vous. Merci. Qu'on ne compte vraiment pas le temps passé. Grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci et je m'excuse encore pour le chapeau. Je ne voudrais pas qu'on dise que je portais ça comme ça pour vous. Sincèrement, je ne me suis pas coiffé. La prochaine fois, je me ferai beau pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, aimable téléspectateur. On va cette fois-ci prendre notre deuxième invité.